Voilà, comme ça, on pourra voir le replay. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue dans le monde de Sweet Papy Podcast, dans cet univers un peu tendre et tout gentil que j'ai créé il y a quelques années maintenant, ça fait un petit peu plus de 2 ans. Donc, en tout cas, bienvenue à cette conférence aidante de Sweet Papy. On va parler de raviver la mémoire d'antan, de la réminiscence et parler de nos aînés avec notre invitée Lise, qui a la grande chance de ne pas avoir d'électricité ce soir. Donc, on va être dans la période d'antan, c'est-à-dire qu'on est aux bougies avec elle. C'est quand même exceptionnel. Donc, c'est parfait. Merci en tout cas d'être là, Lise. Alors, je vais me présenter déjà, si ça ne te dérange pas, et je te laisserai te présenter par la suite. Je suis donc Anne Margalin, je suis aidante de mes proches, de mes 3 proches, 91, 92 et 97 ans, donc tous nonagénaires depuis 4 ans. Je suis passée par l'étape de proche aidante au démarrage, le primo-aidante, hein, qui met particulièrement en difficulté au départ, puisqu'on ne sait pas où trouver des solutions. Ça a engendré beaucoup de remises en question personnelles et professionnelles. Et puis, j'ai souhaité partager des moments de joie quand même avec mes proches, malgré toutes les difficultés, et essayer d'avoir un sentiment d'action positive envers eux pour leur, pas forcément pour leur fin de vie, mais au moins que ça reste dans la joie. Et puis, j'ai souhaité maintenir un équilibre de vie aussi personnel et une relation pleine d'amour avec eux. Et donc, j'ai décidé de créer Sweet Papy Podcast. Un podcast, si vous ne savez pas ce que c'est un audio qu'on peut écouter. Et donc, dans Sweet Papy Podcast, je suis à plus de 70 épisodes et me suis permise d'aller interviewer tout le monde, y compris Lise, que je vais interviewer en direct dans le podcast dans peu de temps, pour aller chercher toutes les réponses aux questions que peuvent se poser les aidants. Mais j'ai la particularité de ne vouloir aller chercher que le positif et non pas le négatif, parce qu'on est déjà assez blindé d'informations qui nous arrivent, qui sont particulièrement néfastes pour nous. Et donc, je sais qu'il y a des tas de gens qui cherchent à apporter des solutions positives, des approches non médicamenteuses, thérapeutiques, qui sont excellentes aussi. Et donc, j'ai été poser toutes ces questions à plein de gens, des thérapeutes, des médecins, des gens en EHPAD, à domicile, des proches aidants en France, en Suisse, au Canada, en Belgique, en Guyane. Voilà. J'ai souhaité avoir un maximum d'informations pour pouvoir vous retransmettre cette information-là qui me paraissait essentielle, d'autant plus que l'audio, quand on est proche aidant, on a toujours des difficultés dans la journée. Donc, c'est plus facile à écouter puisqu'on écoute le podcast ou les épisodes, en fait, quand on veut, puisque ce n'est pas comme la radio où c'est en direct. Là, vous pouvez aller choisir l'épisode qui vous tente selon l'étape dans laquelle vous êtes. Et donc, ça m'a permis de rencontrer aussi beaucoup de gens extraordinaires qui font des métiers que je ne connaissais pas. Et donc, j'ai considéré que les aidants ne connaissaient pas non plus des approches. Et j'ai beaucoup apprécié, j'apprécie toujours aujourd'hui, de faire une interaction entre professionnels et aidants. Justement parce que les gens ne discutent pas forcément entre eux. Et donc, à chaque fois, je fais des conférences. C'est donc la 5e conférence aidante. Et la thématique est choisie par moi-même. Et j'espère qu'elle vous plaira ce soir, puisque c'est raviver la mémoire d'antan avec Lise de Gênes qui a écrit un très bel ouvrage sur lequel je me réfère très souvent, et je vous le montre à l'écran et elle vous passera, je pense, ou je vous passerai après les liens. Donc, c'est entretenir le lien avec nos aînés en perte d'autonomie. Voilà. Il se trouve que Sweet Papy Podcast, hein, le thème de Sweet Papy Podcast, c'est orchestrer le quotidien de nos aînés. Donc, ça allait parfaitement bien avec la thématique. Donc, pour terminer, avant de passer la parole à Lise, ma mission, c'est bien évidemment de vous aider à ce qu'on soit protégé par tout ça et surtout ne pas se mettre en échec. Et donc, ce soir, on va partager un bon moment ensemble pour discuter de la thématique du jour et éventuellement d'autres thématiques vers la fin qui pourraient vous plaire. Il y a eu des questions, donc il y a mon acolyte qui est avec moi, Virginie. Donc,
Juste pour information, pour ceux qui ne sont pas encore dans le groupe Facebook Sweet Papy Podcast, inscrivez-vous parce que c'est dedans que vous trouverez le replay. C'est un groupe privé. Je n'ai pas voulu qu'il soit public pour que le replay puisse être disponible qu'aux personnes qui viennent effectivement aux conférences ou qui sont en lien avec la thématique. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire sur le groupe Sweet Papy Podcast. Si vous ne souhaitez pas être vu dans le replay, pensez à éteindre votre caméra, puisque c'est un replay, donc vous avez le droit à l'image, et puis de fermer juste vos micros donc, pendant qu'on parle. Si vous avez besoin de nous donner quelques informations ou de poser des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Et puis, il y a quelques questions qui ont été envoyées par les invités, donc on en a choisi une ou deux pour que Lise puisse nous retrouver. Je voudrais juste faire une parenthèse. Virginie est mon acolyte. Elle est... je te laisse rapidement te présenter, si tu veux, Virginie, avant qu'on passe la parole à Lise. Merci Anne, dans 30 secondes. Bonsoir et bonjour à tout le monde. Ravie de vous retrouver pour cette belle conférence. Je suis sophrologue, coach et également créatrice du podcast La Voix Positive et donc très en lien avec Sweet Papy Podcast parce que très axé sur comment tirer le positif dans nos situations actuelles. Et j'essaie en tout cas de transmettre des outils, des astuces et des partages positifs dans ce monde qui nous accompagne pour toujours un peu plus de bienveillance et de douceur. Voilà. Alors, Lise, psychomotricienne, autrice, plein de choses dans la lumière. La lumière. On a commencé d'antan et on est aujourd'hui. Je te laisse te présenter et démarrer et la présentation également de ton livre. Alors, bonsoir à tout le monde. Donc, comme ça a déjà été dit, je suis donc psychomotricienne. J'exerce principalement en EHPAD. J'ai toujours exercé en EHPAD depuis mes 10 ans d'exercice professionnel. Et j'ai aussi exercé dans d'autres institutions, et notamment en soins de suite et de réadaptation pour des personnes âgées, donc en gériatrie, qui avaient pour projet soit de retourner à domicile, soit de commencer une institutionnalisation. Donc voilà pour mon parcours professionnel. Je pense que parmi vous, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas la psychomotricité. Donc, je voulais quand même faire un petit rappel là-dessus, expliquer que c'est comme les infirmiers, comme les kinésithérapeutes, on a un diplôme d'État. Nous sommes auxiliaires de médecine, donc nous agissons sous prescription médicale. En principe, le médecin est censé à chaque fois nous faire un écrit pour nous demander soit un bilan psychomoteur, soit directement des séances de psychomotricité. En EHPAD, nous intervenons soit à la demande des médecins traitants habituels des résidents, soit à la demande du médecin coordinateur. Donc voilà, notre action, elle est complémentaire des professionnels qui exercent soit au domicile, soit en institution. Et nous, on va agir principalement sur la relation entre l'esprit et le corps. Donc, on va essayer d'harmoniser les liens psychocorporels. Le psychologue va travailler uniquement sur le côté psy, le kiné uniquement sur le côté moteur, et nous, on va travailler sur le corps en relation. Aussi bien comment on perçoit son corps face à nous-mêmes, mais comment on agit avec son corps sur l'environnement et avec le monde qui nous entoure. Et vous allez comprendre un petit peu le lien avec l'atelier réminiscence par la suite et par le biais de la mémoire, comment on peut intervenir sur le corps. Donc, effectivement, comme l'a dit Anne, l'atelier réminiscence, on appelle ça thérapie non médicamenteuse. Les thérapies non médicamenteuses, il en existe plein, variées, qui sont assez présentes sur les différents secteurs gériatriques. Et en fait, il s'agit de méthodes qui sont basées sur l'efficacité d'une méthode. Ce n'est pas médicamenteux, comme son nom l'indique, et on se base sur des études scientifiques. La plupart du temps, ces études scientifiques se basent sur ce qui est fréquence respiratoire, fréquence cardiaque. Globalement, c'est tout. Parfois, la tension artérielle, mais c'est plus rare. Pour objectiver, en fait, la diminution de l'angoisse et pour objectiver un apaisement de la personne. Donc voilà, il y a quand même des études qui ont été faites pour prouver l'efficacité de ces techniques. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'atelier réminiscence, mais peut-être qu'à la fin, si vous voulez, je pourrais vous parler d'autres thérapies non médicamenteuses.
Donc, l'atelier réminiscence, il a été développé en 1965, donc c'est quand même assez vieux, aux États-Unis, par un psychiatre. Et il est arrivé en France plus tard, et maintenant il est quand même bien développé partout en France, notamment pour la personne âgée. Cette thérapie, elle va se baser sur la mémoire du passé. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans la maladie d'Alzheimer, en fait, la mémoire récente, c'est celle qui part en premier. Donc, c'est pour ça que dans la thérapie réminiscence, on se base sur la mémoire du passé, qui s'appelle la mémoire rétrograde. Et on va venir chercher les événements les plus anciens, les plus autobiographiques de la personne pour essayer d'étayer la discussion et d'alimenter la discussion, d'alimenter l'échange. Ça va, je ne vous perds pas pour le moment. Est-ce que déjà sur ça, il y a des questions? N'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions. Ou... Ok, je continue. Donc du coup, on va essayer avec cet atelier réminiscence de favoriser l'évocation de souvenirs. Ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est qu'on va chercher uniquement les souvenirs positifs, les souvenirs agréables, heureux. Il faut quand même se rappeler que les aînés dont on s'occupe ont vécu la Seconde Guerre mondiale, qui a été traumatisante pour la plupart d'entre eux, et que souvent, quand on part dans la mémoire autobiographique, elle fait référence à leur enfance, et c'est la période pendant laquelle ils ont été sujets à la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, il faut bien faire attention à ça, à essayer toujours de rappeler qu'on est là pour se rappeler des souvenirs positifs et toujours être prêt à reprendre et à ramener sur un fil agréable la discussion. Voilà. Avoir ça en tête, que ça peut arriver quand même, qu'il y ait des événements malheureux qui reviennent, mais ce n'est pas grave, on est là pour s'exprimer, mais ça va être à vous de ramener sur quelque chose de positif ensuite la discussion. Donc, la thérapie réminiscence, on ne va pas se baser uniquement sur du langage. C'est très difficile de se souvenir de choses, et donc on va s'appuyer sur des éléments déclencheurs. Les éléments déclencheurs peuvent être de différentes sortes. On va s'appuyer sur les 5 sens. Ça va être à vous ensuite, qui connaissez votre proche, de savoir par quel sens vous allez préférer aller. On peut aller par l'odorat, par le goût, par l'audition et aussi par le toucher. Principalement, le canal préférentiel, ça sera quand même la vue parce que c'est là où vous aurez le plus d'éléments déclencheurs, que vous en trouverez le plus facilement possible. Alors, un élément déclencheur, concrètement, qu'est-ce que c'est? On imagine que là, bientôt, le printemps va arriver. Et puis, ce n'est pas toujours facile de trouver des éléments de discussion avec nos proches, avec nos aînés, avec les personnes qu'on aide. Et parfois, on épuise un peu tout le stock de discussion qu'on peut avoir. Donc moi, ce que je vous propose avec cet atelier, en fait, c'est d'avoir des thématiques déjà prédéfinies et puis d'aller piocher dedans selon la saison, selon l'envie que vous avez, vous ou que votre proche a, selon ce que vous connaissez de lui également. Et vous allez avoir un sujet de discussion avec des éléments déclencheurs qui sont déjà notés. En tout cas, j'en ai noté quelques-uns. Et par exemple, si on prend l'exemple du printemps, du jardinage, les éléments déclencheurs, principalement, vont être au niveau visuel et tactile. Donc, ça peut être des photos de fleurs, ça peut être des bulbes, ça peut être des objets de jardinage comme des petites truelles belles, ça peut être manipuler la terre, vraiment venir planter, donc avoir des petites jardinières à mettre à hauteur sur une table, où on va venir planter les bulbes. Et donc là, on va aussi faire appel à la mémoire procédurale. La mémoire procédurale, c'est la mémoire des gestes. Quand on apprend à faire du vélo, on n'oublie jamais à faire du vélo. On s'en rappelle. C'est ça la mémoire procédurale. Et donc, le geste de jardiner, si la personne l'a déjà pratiqué dans sa vie, probablement, si on initie le mouvement avec elle, elle arrivera à le faire. Sinon, la plupart s'en rappellent, arrivent à avoir les gnosies suffisantes et les praxis suffisantes pour aller planter. Donc, on va partir de la manipulation, par exemple ici des bulbes,
vous voyez, ou alors simplement toucher les bulbes, regarder derrière quand est-ce que ça se plante, quand est-ce que ça fleurit, pour avoir un sujet de discussion qui va amener ensuite à venir au souvenir de la personne. Peut-être que si on part par exemple de bulbes de tulipes, la personne va se dire « Oh ben moi les tulipes, j'aimais pas trop ça, ce que je plantais plutôt dans mon jardin, c'était des géraniums » et ça va être à vous de rebondir aux propos que la personne va vous amener. Donc voilà, les éléments déclencheurs sont en fait la base d'une discussion que vous allez alimenter et que si vous discutez avec plusieurs proches, que peut-être les autres proches, les autres participants vont aussi alimenter. Et le but, ça va être de rebondir aux propos des uns et des autres pour continuer à aller chercher un peu plus de souvenirs. Et vous pourrez ainsi aussi vous appuyer sur plusieurs éléments déclencheurs qui restent dans la thématique abordée du jour. Lise, dans la salle, là, tu as aussi des professionnels. C'est pour te dire que tu as les deux aspects. Il y en a quelques-uns que je connais, mais qui sont intéressés forcément par cet atelier. Mais c'est pour savoir si tu penses qu'il y a une différence à avoir d'approche entre le fait qu'on soit animateur, par exemple, comme Eric, ou quand on est en famille particulièrement. Voilà, je voulais juste recadrer un petit peu. Merci, oui. Alors du coup, en famille, je pense que... Alors ça dépend. Hein. Moi, dans mon EHPAD, je sais qu'il y a des familles qui ont sympathisé avec des résidents et quand les familles viennent visiter leurs proches, parfois s'installent volontairement à l'accueil pour être avec d'autres résidents. Mais majoritairement, les familles restent en visite avec le proche qu'elles viennent visiter. Dans ce cas-là, la médiation se fera de manière duelle, face à face avec son proche. Vous pouvez, il n'y a pas de souci, hein, ça peut se faire en binôme. Pour les professionnels, généralement, on va pratiquer cette médiation plutôt en groupe parce que ça va favoriser la résonance émotionnelle. C'est-à-dire que quand quelqu'un va se souvenir de quelque chose, eh bien, à côté, l'autre participant va peut-être se dire « Ah, mais moi aussi, j'ai vécu ça. » Donc, sentiment de familiarité. Et si c'était un souvenir heureux, résonance émotionnelle, la personne va se dire « Ah, mais oui, c'est vrai. » Et puis, le fait d'avoir une émotion positive à côté, par exemple, quand quelqu'un rit à côté de vous, ça amène le sourire chez vous. Donc, c'est ça qu'on appelle la résonance émotionnelle. C'est les émotions des uns agissent sur nous. On est des papiers buvards et encore plus dans la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées neurodégénératives. C'est-à-dire que si une personne malade d'Alzheimer est à côté d'une personne anxieuse, généralement, vous allez voir que son comportement va changer et qu'elle aussi va devenir anxieuse. Donc, c'est pour ça que cet atelier, quand on le fait en groupe, il faut toujours essayer d'être calme nous-mêmes, d'être positif nous-mêmes pour que cette résonance émotionnelle positive se fasse au sein du groupe. Donc voilà, soit en duel, soit en groupe. L'avantage du duel, c'est qu'on va être plutôt ciblé sur la personne qu'on a en face de nous et qu'on va pouvoir plus étayer et aller en profondeur avec cette personne-là. L'avantage du groupe, c'est qu'on a, j'allais dire, cette symbiose groupale. En tout cas, on peut avoir une résonance et si la personne n'a pas beaucoup de souvenirs, peut-être que les souvenirs des autres vont venir enrichir ses propres ressentis, ses propres émotions et donc refaire vivre des émotions qu'elle a déjà vécues pour aller chercher les souvenirs qui sont ancrés en mémoire rétrograde. Donc voilà les deux modalités, groupe, individuel. Après, je voulais aller un petit peu sur les objectifs, les bénéfices de cette thérapie non médicamenteuse. Nous, on appelle ça des médiations en psychomotricité, mais voilà, plein de mots pour finalement arriver à la même chose. Alors, il y a plusieurs bénéfices et j'ai essayé de les regrouper en 3 parties pour notre conférence d'aujourd'hui. Et les premiers que j'ai voulu mettre en lumière, ce sont les bénéfices que vous allez avoir dans le binôme que vous formez aidant aider. Parce que vous n'êtes pas que 2 personnes, vous êtes 3 personnes. Il y a vous, la personne qui aidait, donc l'aidant, et il y a la personne qui est aidée, certes, mais il y a aussi le binôme que vous composez. Et ça, souvent, on a tendance à l'oublier. Qu'est-ce que la thérapie par réminiscence va amener à votre binôme? Eh bien déjà, souvent, quand on est proche aidant, on a tendance à tomber un peu dans une routine. Alors, je ne sais pas si c'est le cas de tous les aidants, mais on a tendance à venir chercher le linge. Quand c'est à domicile, on a tendance à amener les courses, à ranger, à faire le ménage.
Et on tombe dans cette routine de faire des tâches, d'avoir des contraintes. Et on oublie d'avoir ce temps relationnel parfois d'une autre manière que par les danses. Donc, cette thérapie, elle va vous permettre de prendre le temps de vous poser et d'avoir un relationnel différent de d'habitude. Donc, ça, c'est un des premiers bénéfices pour votre binôme. Le deuxième bénéfice que je voulais mettre en avant, c'est aussi que vous allez sortir un petit peu de votre position d'aidant. Parce que finalement, si on y réfléchit bien, ce qu'on cherche à faire pendant cette thérapie par réminiscence, on cherche à s'appuyer sur la personne qui va évoquer ses souvenirs. Donc, cette fois-ci, c'est plus la personne âgée qui va s'appuyer sur vous. En principe, c'est le contraire. C'est vous qui allez vous appuyer pour une fois sur la personne que vous aidez. Donc là, on va inverser le rôle. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'en plus, évidemment, ça favorise l'ego, hein, ça redore l'estime de soi chez la personne qu'on est. Troisième point bénéfique de cet atelier pour votre binôme, c'est que ça va aider à entretenir le lien affectif que vous avez ensemble. Quand on est dans la routine, comme j'essayais de vous expliquer et ce que je peux ressentir, on est dans quelque chose un peu d'automatique. Et à la base, votre relation avec la personne que vous aidez, elle était avec de l'affectif. Elle était avec de l'amour. Enfin, il y avait en tout cas ce lien, en principe, la plupart du temps, familial, et donc il y avait de l'affectif. Et on a tendance à oublier ce côté affectif. Donc, c'est bien de le remettre au centre. Et l'atelier, en tout cas, les thématiques que vous pourrez aborder par l'atelier réminiscence pourront vous aider à reconstruire ce lien affectif s'il a été perdu. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions, mais je n'ai pas eu le temps de les lire. Alors, je vais les reprendre. Discussion. Cathy, effectivement, Cathy, poser si tu une veux question, aussi, mais Cathy, vous pouvez pas parler directement si vous le souhaitez. Hein. Bonsoir. Oui, bonsoir. Non, en fait, j'avais juste une question. C'était pour ceux, par exemple, qui sont pas forcément très à l'aise pour échanger avec leurs proches, d'autant plus quand, comme vous dites, quand on tombe dans une routine et qu'on peut être agacé aussi par certains comportements, par certaines tâches, et qu'on n'arrive plus forcément à recréer du lien. Est-ce que vous aviez du matériel est-ce que des idées de matériel à proposer Alors, moi, j'estime... Alors, du matériel comme médiation pour commencer cette médiation par réminiscence, j'estime qu'il faut partir de l'histoire de la personne et de ses envies. Est-ce que c'est accessible ou pas? Parce qu'il y a pas... Moi, ça me concerne pas dans le sens où je suis pas aidante, mais je suis psychologue en EHPAD et du coup, je posais cette question-là de manière générale, quoi. Donc, vous, votre question, c'est quand la personne est dans l'opposition ou c'est quand la personne est apathique? Non, c'est plus dans le sens où si l'aidant se sent en difficulté pour recréer du lien et échanger, en fait. Et alors là, je dirais l'habitude de ces thérapies et s'il y avait, par exemple, je sais pas, un pack tout fait pour débuter ou... Alors, moi, personnellement, dans mon livre, je parle de l'atelier réminiscence et j'ai une cinquantaine de bases d'atelier en fait définies. Et ce que je propose, c'est une thématique d'atelier et en dessous, je nomme en fait des objets médiateurs, les éléments déclencheurs dont je parlais, qui peuvent à la fois être soit des objets, soit des sons, soit des coups, soit des odeurs. Et en fait, après, vous allez pouvoir venir piocher dans ces thématiques, mais il faut vraiment tenir compte de l'histoire de la personne. Et ce qui est sympa de faire quand vous avez la chance d'avoir les aidants qui sont présents, c'est aussi de demander aux aidants des photographies de la vie de la personne pour vous appuyer sur ces photographies, c'est-à-dire aller dans le passé pour recréer un lien dans le présent. Ça, c'est important de pouvoir se projeter, en fait, d'aller piocher dans le passé ce qui était fait, des souvenirs du passé, par exemple, voilà, une photo où la personne est dans son jardin, si on voit, je sais pas, un arbre fruitier, admettons un cerisier, lui dire, dis donc, tu avais un cerisier dans ton jardin, est-ce que tu faisais des confitures, machin? Et puis après, ça peut basculer, tiens, est-ce que ça te dirait qu'on aille au marché acheter des fruits? En fait, l'idée, c'est ça va être aussi
à la fois d'aller chercher les souvenirs du passé, mais pour mieux pouvoir recréer un lien et se créer de nouveaux souvenirs dans le présent. Alors Donc, dans voilà. ton livre, Lise, par exemple, je vais donner un exemple parce Oui. que je ne les connaissais pas tous par cœur, mais j'en ai repris quelques-uns. Le prochain, c'est à date, c'est par exemple le 10 février où tu proposais le thème de la chandeleur, forcément, avec comme support le fouet, la crêpière, la coiffe bretonne, la réalisation de crêpes, hein. Ou si on dit au mois d'avril, on a les mélodies célèbres et à ce moment-là, on part sur les musiques, les images en lien associés, les petites boîtes à musique, etc. Hein. Ça peut être des partitions, ça peut être des chaussures Voilà. de danse. Il y a beaucoup d'aînés qui faisaient des danses de salon. Donc, vous pouvez prendre un talon de danse, une belle tenue. Mais il y a plein d'idées aussi à discuter avec les dents. En fait, plus vous allez amorcer la discussion, plus les idées vont vous venir. Parce que le proche aidé, en fait, va de lui-même vous raconter des souvenirs qui vont vous aider à étayer vos prochains ateliers et à les enrichir. Donc, voilà. Nathalie veut parler, je crois. Elle a levé la main. Nathalie? Oui, bonsoir, excusez-moi. Je ne sais pas si vous m'entendez parce que je suis aussi sur mon téléphone. Oui, non, on t'entend, Nathalie. Ça me fait rebondir parce qu'en fait, j'ai une collègue neuropsychologue qui, elle, pour ces thèmes-là, quand par exemple, on sait que la personne, elle aime la nature, par exemple, elle a créé des sortes de livres un peu à la Montessori avec une image et elle a créé une petite histoire de quelques lignes avec des mots simples et elle raconte en fait l'histoire avec la personne et elle va y travailler dessus et elle a fait, je ne sais pas, 5 ou 6 pages sur le thème du cacao ou de la lavande, mais avec une image et quelques lignes qu'elle a inventées, hein, qu'elle est allée chercher des informations sur la lavande, par exemple. Et elle travaille avec la personne en lui racontant l'histoire, mais qui va lui faire forcément revenir à des souvenirs sur la lavande, sur le jardin, etc. Et pour pouvoir aussi en discuter aussi avec elle de la petite histoire qu'elle vient de raconter. Ça, c'est génial. C'est le principe un peu des cahiers mémoires. Ça se fait Oui, beaucoup. voilà. Ce sont souvent effectivement les psychologues ou les neuropsychologues qui mettent en place ce genre d'outils. Et c'est très intéressant parce que du coup, on a aussi cette qualité d'objet médiateur de transmission. Et on sait que chez les personnes âgées, souvent, la mort fait peur parce qu'on ne sait pas ce qu'on va laisser. Et donc, le fait de laisser une trace de son passage, donc le cahier, c'est l'objet qui fait référence à laisser sa trace, laisser la trace de son passage, eh bien, ça peut faire diminuer un petit peu l'anxiété. Et ça peut être intéressant aussi de voir cet objet médiateur de cahier mémoire comme réducteur d'angoisse, finalement, lié à la mort. Ouais. Donc, ouais, super idée. Et moi, je suis à fond prenante de ce genre d'initiative. Après, ça demande du temps. Donc, voilà, je trouve ça très bien, mais il faut savoir qu'en institution, on ne peut pas faire ça pour tous les résidents, hein. Moi, je suis psychomotricienne, je dois m'occuper de 70 résidents. Clairement, en 35 heures, ce n'est pas possible du tout les temps de réunion qu'on nous impose. Donc, voilà, si vous-même, vous êtes aidant, je vous encourage à le faire parce que c'est super. Ne tenez pas rigueur, s'il vous plaît, aux professionnels de ne pas pouvoir le faire avec tout le monde. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la différence, parce que moi je suis proche aidante, mais finalement je ne sais pas, la différence éventuellement entre psychomotricienne et psychologue, parce que tu disais que la psychologue, elle pouvait en établissement faire des ateliers, et quelle est la différence dans tes ateliers entre ce que ils peuvent faire d'un côté et toi ce que tu réalises? Psychomotricienne, pour moi, ça veut dire qu'il y a le corps ou s'il y a d'autres choses? C'est ça. Donc en fait, vous allez pouvoir remarquer quand vous allez vous renseigner ou même par vos observations en institution que animateurs, psychologues, kinés, psychomotes, on peut faire le même type d'animation, mais après, c'est le sens qu'on met derrière qui va être différent. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir les mêmes observations et on ne va pas avoir les mêmes objectifs thérapeutiques. Une psychologue, souvent, par exemple, pour des personnes, par exemple, si elle fait un atelier réminiscence, ce qu'elle va chercher à faire, souvent, c'est à réduire l'anxiété, à réduire l'apathie. Donc, les personnes qui sont renfermées, qui n'ont pas de prise d'initiative, qui n'ont pas l'envie, elles vont essayer de jouer sur la motivation, en fait, des résidents et des personnes âgées. Voilà leur objectif principal, en fait. Ça va être de stimuler et de motiver et de redonner l'envie.
Nous, notre objectif en tant que psychomotricien, ça va être de voir comment se comporte la personne par rapport à son propre corps. Donc, c'est ce que je vous disais un petit peu en début. En fait, nous, on va regarder, on sait que par exemple, si l'angoisse diminue, ben, la voix se pose plus. Donc, l'intonation de la personne va changer. On sait aussi que la personne va davantage vouloir s'ouvrir aux autres. Donc, on va voir dans sa posture des choses qui vont changer. Au lieu d'être recroquevillé et parfois de parler un peu dans sa barbe, soit au fil de la séance, soit au fil des semaines, la personne va s'ouvrir à son interlocuteur ou à ses interlocuteurs. On va voir aussi toutes les mimiques de la personne. En fait, le psychomotricien va s'attacher beaucoup aux manifestations corporelles et à la présence que la personne a elle-même avec son corps. Donc voilà, la différence, c'est un petit peu ça. Et nous, c'est vraiment au niveau corporel, on va aller chercher l'envie de faire avec son corps. Donc en fait, si vous voulez, l'atelier réminiscence, ça va être un prérequis à des ateliers moteurs, à des sorties vers l'extérieur. Si la personne se réconcilie avec elle-même, elle aura envie de se projeter dans le présent. Et c'est en fait notre première base de travail généralement. Et ma question, c'est, j'ai fait dernièrement un atelier on va dire, douceur d'être, réminiscence en audio, du coup, avec des micros, où j'ai enregistré des gens. Et ils sont tous partis vers la guerre, vers des choses assez négatives. Donc, j'ai essayé de transformer le débat, de repartir vers la douceur d'être. Et quel conseil tu peux nous donner à ce sujet-là, que ce soit à domicile ou en EHPAD ou en atelier, en tant que professionnel? Alors moi, généralement, quand il y a des souvenirs négatifs, je les écoute, mais jusqu'à un certain point, parce qu'on sait bien qu'avec la maladie, parfois, il y a des persévérations idéiques et des logorées qui sont très présentes. Les logorées, c'est un discours qui ne s'arrête pas et qu'on a vraiment du mal à arrêter parfois. Donc, quand ça arrive, ben, parfois, je suis obligée de couper en expliquant à la personne parce que vous nous disiez, c'est intéressant, effectivement, voilà, je valide. C'est important de toujours valider les propos de la personne, hein, de lui dire, on vous écoute, parce que voilà, la personne est là, elle raconte quelque chose qui la touche, donc il faut quand même valider l'écoute. Donc, on valide l'écoute, mais après, on va repasser sur quelque chose de positif. Donc, vous, il faut avoir en tête par rapport au thème des choses qui correspondent à ce que les personnes ont pu vivre de positif. Et c'est par rapport à ce que vous avez en tête que vous allez pouvoir rebondir. Quel était le thème, par exemple, Anne, sur l'atelier où il y a eu ces souvenirs de guerre? Le thème, c'était cette partie de prénoms des grands-mères ou des mères ou des grands-pères, les prénoms. Et Les donc, prénoms. à partir du moment où on est parti sur les grands-pères, les arrière-grands-pères et qu'on est parti loin, forcément, c'était l'enfance. Et comme c'était l'enfance, c'était la guerre. Et là, le discours est parti systématiquement sur la guerre pour tous. Alors, à ce moment-là, on peut peut-être repartir sur l'après-guerre, sur donc, et vous, est-ce que vous avez eu des enfants? Et vous, est-ce que vous avez eu des petits-enfants? Que font-ils actuellement? En fait, ça va être de rebasculer sur une autre temporalité. Là, par exemple, dans ce cas-là, c'est vraiment de rebasculer dans une autre temporalité et de se dire ah bah vous, comment vous vous appelez, vos petits-enfants, et de revenir sur l'après-guerre. Donc voilà, essayer de changer la temporalité. C'est de recadrer en fait le discours, oui, entre guillemets, qu'on peut avoir avec eux. Enfin, c'est ça, de manière, un atelier, il faut qu'il y ait un cadre et il faut toujours avoir en tête ce qu'on cherche. Donc oui, après c'est du bon sens et ça vient au fur et à mesure de la pratique. Mais ça va être à vous d'avoir un certain nombre de sujets en tête pour pouvoir contrecarrer ces souvenirs négatifs, effectivement. Merci. Il y avait une question de Audrey. Audrey, si tu veux prendre la parole. Tu n'avais pas de question? Si, il y avait marqué des livres facilitateurs oui, de communication. Ah, mais ce n'était pas une question, c'était pour répondre à Cathy. Ah, d'accord. Apprendre à communiquer. Ça fait partie des objets qui peuvent aider justement à communiquer, puisque ça sert à ça. Donc, ok, super. On va revenir à ton livre, Lise, parce que je voudrais que tu fasses une belle promotion, parce que franchement, il y a des tas de choses dedans, en dehors de l'atelier réminiscence. Est-ce qu'avant qu'on passe à d'autres ateliers, il y a des questions concernant l'atelier réminiscence, mémoire d'antan? Juste Anne, excuse-moi, oui. Mais du coup, je vous ai donné les bénéfices pour le binôme aidant-aidé, mais j'aimerais bien quand même finir sur les bénéfices rapidement, si ça ne te dérange pas. Non, ouais. non.
Vas-y. Ok. Donc, pour vous, aidant d'intervenir avec l'atelier réminiscence, ça va vous permettre aussi de sortir du temps de contrainte dont je vous parlais, hein, mais aussi de découvrir la personne que vous avez en face de vous. Personnellement, ma grand-mère, je pensais la connaître et en fait, en allant un petit peu plus dans les recoins, j'ai appris plein de choses. Donc, peut-être et j'espère que vous aurez la chance de découvrir de nouvelles facettes de l'histoire de la personne ou des personnes dont vous vous occupez. Finalement, quand on va sur des thématiques dont on n'a jamais parlé en profondeur, on peut apprendre pas mal de choses. Donc voilà, ça peut vous permettre aussi à vous de mieux connaître vos proches finalement. Et puis, ça va, comme on le disait, redonner une place active à la personne. Vous allez pouvoir vous reposer un petit peu sur elle et ça va amener de la fraîcheur à la relation que vous entretenez avec la personne que vous aidez. Pour la personne aidée, les bénéfices, ça va être de lui faire revivre des émotions positives. Souvent, les personnes âgées, elles sont dans ce qu'on appelle des deuils capacitaires. C'est-à-dire qu'elles perdent leur capacité motrice, elles perdent leur capacité cognitive et c'est quelque chose qui est compliqué à vivre. Donc là, on va essayer au contraire de faire revivre des émotions positives au moins un moment, une heure, une demi-heure, voilà. Mais au moins des émotions positives à faire ressentir à la personne. On va aussi lui permettre de consolider son identité. Vu qu'elle se fragilise au niveau de son identité propre, au niveau des deuils capacitaires qu'elle a à faire, on va essayer de valider tout ce qu'elle est encore capable de faire et qu'elle est encore quelqu'un capable de ressentir des émotions. Ça, c'est très important. Même si on n'est plus capable de bouger, même si on n'est plus capable de parler, on est toujours capable de ressentir des émotions jusqu'au dernier moment. Et ça, c'est très important de s'en souvenir. Cet atelier, donc, il améliore aussi l'estime de soi. Et puis, on l'a dit, Nathalie nous a parlé du cahier, on laisse sa trace. Donc, oral, on peut très bien enregistrer, comme Anne, tu l'as fait dans certains de tes podcasts, enregistrer la personne qui parle, mais on peut aussi faire le cahier, comme Nathalie en parlait, un cahier mémoire, ou après, vous l'appelez comme vous voulez, à choisir avec, pourquoi pas, le prochain. Et donc, en psychomote, pour la personne qu'on aide, on va beaucoup aussi parler des bénéfices autour de l'humeur de la personne. Donc ça, c'est un peu comme les psychologues, mais nous, on va observer tout ce qui se passe au niveau corporel et en principe, on vise une diminution des tensions corporelles parce que quand on est en colère, on peut être en colère, d'avoir des deuils capacitaires à faire, on est tendu comme ça, recroquevillé, on peut froncer les sourcils, etc. Quand on est en colère parce que nos proches ne viennent pas nous voir, pareil. Quand on est triste parce qu'on ne se reconnaît plus, on ne sait plus qui on est, on est un peu, vous voyez, dégonflé, quoi. Donc, en fait, nous, on va beaucoup regarder tout ce qui est manifestation corporelle, relâchement psychocorporel, etc. J'arrête de parler. Et, Non, continue, c'est passionnant. Donc, du coup, oui, mon livre, Anne, c'est ça. Oui. Mon livre, du coup, je l'ai écrit parce que ça fait 10 ans que j'exerce. Et au début de mon activité, j'ai commencé à exercer en unité Alzheimer. Enfin, en fait, c'est un EHPAD, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le groupe Almage, qui est belge à l'origine. Et en fait, c'est un EHPAD vraiment spécialisé pour les personnes malades d'Alzheimer et de maladies apparentées. Et en fait, je me suis sentie assez démunie parce qu'en école de psychomotricité, on nous apprend les bases théoriques. Et puis après, c'est un peu à nous de nous débrouiller, en fait, quand on arrive sur site. Et là, c'est dur, quoi, parce que quand on arrive sur site, c'est souvent des créations de postes, en tout cas pour ma profession. Donc, on n'a personne sur qui s'appuyer, on est livré à soi-même. Et mon livre, voilà, c'est un peu à la fois pour les débuts d'activité professionnelle en tant que soignant, mais à la fois, comme tu le disais, Anne, pour les primo-aidants familiaux, pour avoir une base. Je sais que ce n'est pas exhaustif, évidemment. Je sais que vous ne prendrez pas tout dans le livre, mais c'est de se dire, voilà, déjà, j'ai une petite base et je peux aller piocher dedans par rapport aux envies et par rapport aux besoins de la personne que j'ai en face de moi. Donc, j'ai dans ce livre des activités, des ateliers, des médiations, on les appelle comme on veut, qui sont pour différents profils cognitifs et moteurs. Donc, à la fois pour des personnes très dépendantes qui n'ont plus de communication verbale possible, donc parfois même qui ne comprennent plus. Donc, à la fin du livre, voilà, vous avez 5 ateliers, je crois, je ne sais plus lesquels j'ai mis exactement, mais je vais vous dire ça tout de suite. Il y a un lexique aussi qui est très intéressant, un glossaire qui est très intéressant sur tous les termes qu'on peut aborder. C'est vraiment très, très bien fait aussi.
Donc, voilà, j'ai mis pour les personnes qui ne sont plus en capacité de parler, parfois même plus en capacité de comprendre, 5 ateliers. Donc, je vous explique à chaque fois quels sont les objectifs, les bénéfices attendus, comment choisir la personne à qui on va proposer cet atelier. Et surtout, je vous donne des trames et des thématiques d'atelier. Donc, pour les personnes qui ne peuvent plus vraiment parler, on a l'atelier pâtisserie, l'atelier sensoriel, l'atelier d'écoute musicale, des boîtes à thèmes qui se basent en fait sur les activités de la vie quotidienne. Donc, voilà, plusieurs boîtes à thèmes. Il y a là, par exemple la boîte ménage, la boîte jardinage, la boîte jouer avec le chat. Donc, si on a un animal à la maison ou sur les pattes, ça peut être intéressant de s'en occuper. Voilà. Et le 5e atelier, c'est Snoozeland. C'est un peu plus pour les professionnels parce que c'est parfois un peu plus difficile à mettre en place à domicile. C'est un espace multisensoriel et donc on va se baser sur les 5 sens pour essayer d'avoir une interaction avec la personne. Et pour les personnes qui ont encore des capacités verbales et de compréhension, dans ce livre, on a 6 ateliers. Donc l'atelier cognitif remue-ménage, où il faut avoir quand même une certaine capacité d'élaboration. L'atelier réminiscence, dont on vient un petit peu de parler. L'atelier prévention des chutes, donc là, c'est se réapproprier son corps dans l'action, reprendre confiance en soi, vraiment ne pas se restreindre au niveau de la marche. On a l'atelier créatif, donc là, l'idée, c'est aussi de laisser sa trace, comme le cahier mémoire. C'est pas simplement de faire un dessin pour l'afficher dans sa chambre. C'est aussi l'idée qu'il y ait une utilité. Parce que, on le disait, pour reprendre confiance en soi, pour redorer son estime de soi, il faut se sentir utile. Et donc, l'idée, c'est aussi de créer quelque chose qui a du sens derrière dans cet atelier. L'atelier relaxation et enfin l'atelier d'expression corporelle. Donc, voilà, il y a plein de petits ateliers. Vous pouvez aller piocher dedans. J'ai essayé de les illustrer par quelques photographies parce qu'évidemment, ce sont que des choses que moi, j'ai mis en pratique et que j'ai validées sur le terrain. C'est rien de novateur, c'est des choses qui se font un petit peu partout, sauf que là, si vous voulez, je vous ai mis quand même des trames qui vous permettent d'être plus opérationnel rapidement. Je te remercie, Lise. J'avais remarqué, moi aussi, à chaque fois, dans chacun des ateliers que tu présentes, quelque chose d'important qui sont les indications et les contre-indications, parce qu'il faut aussi bien appuyer sur certains éléments qu'on ne peut pas transmettre à certains malades. Et je voudrais que tu nous parles de ça, d'indications et contre-indications, justement. Est-ce qu'on peut le faire, par exemple, à domicile et puis faire une erreur parce que la contre-indication, on n'a pas fait attention à ça dans l'atelier et que ça peut être dangereux pour notre proche? Oui, alors concrètement, les dangers, ça va être pour les ateliers cognitifs ou par exemple réminiscence, il n'y a pas vraiment de danger immédiat, on va dire. Les seuls risques, ça va être de mettre en échec la personne. Ça va être soit de l'infantiliser, soit au contraire, si on sait que la personne toute seule, elle a du mal à se souvenir, ça va être de la mettre en échec parce qu'elle va se dire, oh là là, mais c'est trop loin, mais je ne me rappelle plus. Donc, c'est à vous d'amener de la matière et c'est aussi à envisager et à tenter dans un premier temps sans trop insister. C'est-à-dire que on va prendre une thématique, on va poser quelques questions avec des éléments déclencheurs, photographie, son, ce que vous voulez. Et si on voit que la personne, elle a quand même du mal à aller chercher dans ses souvenirs, même avec notre étayage verbal pour essayer de l'aider, on va se dire que là, en individuel, ce n'est pas approprié. Il faut plutôt aller chercher le groupe pour que les propos, les souvenirs des autres participants l'aident à se rappeler. Donc voilà, en gros, dans tout ce qui est cognitif, le danger principal, ça va être la mise en échec. Par contre, dans tout ce qui est moteur, il y a un réel risque, c'est que la personne chute, évidemment. Et dans mon livre, en fait, j'ai mis des petites vignettes qui disent quels ateliers sont plutôt à destination des familles et quels ateliers sont plutôt à destination des professionnels. Ouais. Donc, vous pouvez vous appuyer sur ça. Après, les contre-indications, elles sont vraiment spécifiques aux ateliers, donc je ne vais pas tout vous citer. Mais pour l'atelier réminiscence, si on le fait en groupe, évidemment, si vous prenez une personne qui a des lourds troubles du comportement, il y a des personnes qui vocalisent énormément ou alors qui sont très, très angoissées, qui sont dans une phase aiguë. Évidemment, ça sera complètement contre-productif et pour la personne et pour les autres participants.
Si vous avez des personnes déambulantes, ce n'est pas irréalisable, mais il faut quand même avoir un cadre plutôt sécurisant pour tout le monde. Donc, un atelier réminiscence dans le hall d'entrée, ben non, évidemment, vous ne le ferez pas. Ce n'est pas sécurisant, il y a trop de passages, on n'entend pas. Adaptez aussi le matériel que vous avez, les éléments déclencheurs, au handicap sensoriel des personnes concernées. Donc, tu peux redonner juste un exemple? Oui, bien sûr. Par exemple, si vous amenez des images, faites attention que les contrastes soient bons, parce que si c'est des photos anciennes, souvent, c'est des photos en noir et blanc ou en sépia, donc essayez de choisir des photos où il y a quand même un bon contraste. Et si vous prenez du texte, par exemple, pour une recette de charlotte aux fraises ou n'importe quoi, pareil, faire des gros caractères et des contrastes blanc-noir, vraiment qui soient bien visibles. Ça peut être aussi au niveau de la salle où on est, que la personne n'ait pas la lumière de face, qu'il n'y ait pas de reflet sur les supports visuels. Ça va être aussi une bonne installation. Donc, que la personne soit confortablement installée pour ne pas ressentir de douleur et être plus disponible pour la relation, pour ce qui est en train de se passer. Au niveau du goût, souvent, on sait que les personnes âgées, elles ont un seuil qui est plus élevé. Ça veut dire qu'elles ont du mal à ressentir les mêmes sensations que nous. Donc, il faut avoir des choses quand même assez prononcées en goût si vous utilisez le goût. Au niveau des odeurs, c'est pareil. Elles ont plus de mal à sentir. Donc, il faut pareil des éléments quand même qui se sentent fort, quoi. Et pour l'ouïe, évidemment, prenez plutôt des enceintes Bluetooth où il y a un bon son parce que votre téléphone tout seul, généralement, ça ne suffit pas. Voilà quelques exemples. Il y en a d'autres dans le livre. Mais en tout cas, je te remercie parce que je vais te donner moi un exemple. C'est une photo très jolie que j'avais mis à un mur dans une chambre d'un de mes Sweet Papy. Et un jour, il m'a dit, mais ne me la mets pas aussi haute parce que de toute façon, je suis en fauteuil roulant, donc je ne veux pas me tordre le cou comme ça. Et donc, c'est aussi en fonction de la façon dont ils sont installés. Tout à fait. Et c'est important. Et sachez aussi en EHPAD, parce que ce n'est pas évident pour tout le monde, mais si vous voulez faire des sorties avec vos proches ou avec les personnes que vous aidez, moi, je m'occupe personnellement aussi du matériel sur mon EHPAD et parfois, il y a des familles qui veulent sortir et il est tout à fait réalisable, le temps de la sortie, de fournir un fauteuil, ce qu'on appelle les fauteuils standards, les fauteuils classiques. Si la personne est habituellement dans un fauteuil lourd à manipuler et qu'elle est quand même capable de se tenir au niveau thoracique, au niveau du tronc, elle a quand même un tonus satisfaisant, il est tout à fait réalisable pour le temps de la sortie de demander un fauteuil standard. On appelle ça un fauteuil standard, vous savez, les petits fauteuils classiques qu'on voit plutôt partout. En fait, parfois, on se met des barrières, des limites, alors qu'il suffit de demander pour avoir du matériel qui nous permet d'avancer et de faire des choses. Donc, n'hésitez pas, je sais que parfois c'est compliqué en institution, mais essayez de savoir quelle est la bonne personne à qui demander et allez lui demander si vous avez besoin de matériel spécifique. Merci beaucoup. Est-ce que, Eric, tu as des questions? Je sais que tu dois être intéressé particulièrement par le sujet puisque tu animes aussi des ateliers. Merci Anne de me donner la parole. Merci Lise pour toutes ces précisions. Je suis à 100% avec vous parce que c'est vrai que ça fait déjà une douzaine d'années que je propose des ateliers de réminiscence en essayant d'aller chercher ces souvenirs du passé et notamment en développant le lien social interrésident. Donc effectivement, comme ça a été très bien dit, le but du jeu, c'est de trouver une accroche et à partir de cette accroche, essayer de faire communiquer, partager des informations entre les résidents et la personne qui est là, l'intervenant, lui doit orchestrer des échanges pour que ces échanges puissent se faire, puissent être nourris d'informations, d'anecdotes. Et voilà, moi, c'est un métier, mais en tout cas, c'est une passion. Et de voir les personnes échanger, de voir nouer des liens par ce biais-là, ben, c'est quelque chose que je mets en place depuis, je sais pas, j'ai dû réaliser presque 1000 ateliers de réminiscence. Ouais. Avec le support d'objets anciens, le plus souvent, qui sont évocateurs. Donc, il y a l'aspect visuel, puisqu'on parlait de cette mémoire visuelle, mais il y a aussi l'aspect procédural, faire tourner un moulin à café. Alors, même avec vos familles, c'est tout à fait possible de
sortir un objet qui appartenait justement à la famille et autour de cet objet, de broder l'histoire, revenir sur cette mémoire épisodique, cette mémoire autobiographique, dire qui c'est qui avait acheté ce moulin à café, est-ce que la grand-mère en avait un, qu'est-ce qu'on mettait comme café, qu'est-ce qu'on a mis dans le moulin à café pendant la guerre. Donc, il y a tout, on rentre finalement dans la vie de la personne à l'époque où elle était active. Et c'est ces souvenirs qui sont restés les plus ancrés, notamment pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Eric, on serait intéressé peut-être sur Facebook d'avoir, personnellement, moi je le suis, mais je pense que ça n'intéresserait pas que moi, vu ton expérience, d'avoir les thématiques qui sont les plus appréciées des résidents. Ça serait intéressant que tu nous mettes peut-être, je sais pas, 5, 10, selon ce que tu penses être les ateliers qui fonctionnent le plus facilement avec les aînés. Je pense que ça serait chouette. Je ne sais pas si tu serais OK pour le faire. Alors, ce qui paraît intéressant au premier abord, c'est de créer du lien avec le résident. Une fois que le lien est créé, vous pouvez leur proposer, moi je propose des ateliers qui s'appellent Regard sur l'avenir. Ils sont tous très contents d'y participer. Et essayer d'apporter à une personne âgée qui est dans un EHPAD l'envie d'un lendemain ou l'envie de regarder vers l'avant, c'est quelque chose de très compliqué. Et si on parvient à mener des ateliers avec ce projeté sur l'avenir et qu'ils y participent avec plaisir, c'est qu'on a pu créer du lien avec eux et ensuite on peut aborder n'importe quelle thématique. Ce n'est pas le problème. Mais au départ, il faut quand même qu'il y ait une confiance, bâtir une relation de confiance avec ces personnes-là. Et à partir du moment où la relation de confiance est bâtie, vous pouvez leur proposer tout ce que vous voulez. Ils savent que vous allez leur proposer un wagon auquel ils vont s'atteler. Et vous allez aussi les mener vers des sujets contemporains. Si par exemple, je parle des vendanges l'autre fois, on va parler des vendanges, on va parler des équipes, la saisonnalité, on va pouvoir peut-être déguster des raisins aussi en même temps à cette occasion. Mais je vais aussi les amener vers ce qui se fait aujourd'hui au niveau de la vigne, les rendements. Alors, on ne va pas donner des chiffres trop importants, mais en tout cas, ces personnes-là, à un moment donné, si on les tourne pas un petit peu vers le présent et qu'on reste toujours le regard dans le rétroviseur, ces personnes-là ne vont pas pouvoir, à un moment donné, dans leur parcours, en rencontrant quelqu'un, pouvoir parler de ce qui se fait à l'heure actuelle. Donc, elles sont, excuse-moi du terme, elles vont être larguées. Et finalement, quand on ne peut pas parler de sujets actuels, mais finalement, des fois, on est un peu en retrait dans une discussion. Tandis qu'à un moment donné, si elles sont riches de différentes informations actuelles que l'on a communiquées par l'intermédiaire de l'atelier de réminiscence, finalement, on remet certaines personnes au goût du jour. Sans qu'elles s'en rendent compte, bien entendu. Et ça, c'est important. Parce que tous vous diront, après un atelier de réminiscence, on a passé un bon moment, c'était bien, on s'est régalé. Mais par contre, ça, c'est ce qui se voit, passer un bon moment, l'animateur ou le professionnel comme vous êtes, c'est très bien, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. C'est d'avoir mobilisé cette mémoire autobiographique, c'est d'avoir redoré l'estime de la personne, parce que tout à l'heure, on parlait de la guerre. Il y a des personnes, c'est vrai que souvent, elles viennent à parler de la guerre. Alors, ce n'est pas pour autant négatif, c'est parce que c'est aussi une fierté qu'elles ont. Moi, j'ai fait la guerre. J'ai fait ça pendant la guerre. On n'avait pas de quoi s'alimenter correctement, mais en fait, on s'en est sorti. En fait, elles se valorisent par ce biais-là. Il y a beaucoup de personnes qui, ça se faisait, hein, moi, mes grands-parents me disaient, tu ne manges pas de ça, mais si tu avais fait la guerre, tu verrais que tu en mangerais. Mais en fait, il y a un esprit de valorisation de ce process, de cette période dans laquelle ils ont été. Alors, bien entendu, il ne faut pas y rester, il faut en sortir rapidement. Et par exemple, qu'est-ce que tu as fait après la guerre? Est-ce que tu as passé ton permis de conduire? Qu'est-ce que tu avais comme voiture? Est-ce que tu as eu une contravention? Voilà. Et puis, on peut aussi apporter des éléments un peu culturels. La duchesse d'Uzès, qui a été la première personne à l'obtention du permis de conduire. Voilà. Donc, il faut être créatif, même pour les familles, soyez créatifs. Toujours le même objectif, même ambition, mais avec de la créativité. On parlait tout à l'heure du printemps, parlez à vos anciens des hirondelles, parce qu'ils sont fous des hirondelles. C'était important pour eux, les hirondelles. Aujourd'hui, on s'en fout des hirondelles. Mais fut un temps, ils étaient très attachés à cet oiseau.
par exemple. Ils ont besoin d'en parler. Mais en fait, il y a des tas de... On peut trouver des tas de choses, réminiscences. Mais j'aime beaucoup le lien que tu fais, que vous avez déjà fait avec Lise, c'est-à-dire essayer de tourner justement vers aujourd'hui et pour les laisser pour les laisser venir avec nous dans le monde actuel. Il n'y a pas de raison qu'ils soient complètement laissés un peu à part. Donc, vraiment, je vous remercie tous pour vos idées. Vous avez dans le chat parlé des ateliers, les ateliers thérapie cuisine, de la musique, de tas de choses. Il y a des très belles et très jolies fiches dans le livre de Lise. Je refais encore la pub parce que je trouve ça super bien d'être carré. Vous trouvez tout, c'est propre, c'est net. Il y a tout dedans, le matériel, les modalités de l'atelier, tout. Et puis, cette connexion éventuellement entre Eric et Lise ou d'autres, vraiment, je vous remercie parce que c'est le but de Sweet Papy Podcast, c'est le but de la conférence aidante, c'est que vous puissiez justement échanger tous entre vous à ce sujet-là et sur cette thématique-là. Lise, je vais te laisser dire quelques petits mots pour terminer et puis on clôturera la séance. Il va bientôt être 19h. Et en tout cas, je te laisse terminer et je te remercie mais vraiment infiniment d'être venu. Avec plaisir. Et l'idée, c'est de continuer à prendre du plaisir dans ce qu'on fait, comme le disait Eric. Hein. Et si ça devient pesant, parfois, je vois des aidants qui s'épuisent. Et puis, voilà, je ne sais pas qui est aidant, qui ne l'est pas. Mais parfois, il faut savoir prendre un petit peu de recul pour mieux revenir. On ne peut pas prendre soin d'une personne si on ne prend pas soin de soi-même. Donc, parfois, c'est compliqué de prendre un petit peu de recul, mais il faut savoir le faire quand on commence à fatiguer. On ne va plus être dans une relation positive. Donc, voilà, essayez de prendre du recul et continuer à prendre du plaisir par des médiations qui vous parlent à vous aussi. C'est important de proposer à la personne qu'on a en face des choses qui nous parlent à nous, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à créer de l'empathie d'une part, mais créer l'envie surtout. Donc, continuez à vous faire plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que alors je ne vois pas Raja parce que du coup l'association SAEF qui est là aussi, qui œuvre énormément, mais pour tous les proches aidants autres que nos aînés. Donc je la remercie de venir à cette conférence. Je te remercie encore 1000 fois, Ali. J'espère qu'on pourra refaire un autre atelier, qu'on essaiera de trouver une autre thématique parce que c'est passionnant ce que tu nous as raconté. Et j'ai hâte qu'on en refasse un ensemble. Virginie, 1000 fois merci d'être là, comme d'habitude. N'hésitez pas à aller écouter aussi son podcast. Hein. Tu as mis ton lien, j'espère, sur la voie positive. Je vais les remettre pour tout le monde. Remets bien tous les liens. Pour ceux que je vois pour la première fois, si jamais je n'ai pas votre mail, mais j'imagine que oui, puisque vous avez eu le lien de la conférence. Au cas où, n'hésitez pas à nouveau de revenir dans Sweet Papy Podcast, le groupe, hein, et à écouter le podcast. Il est rempli de plein de choses. Et si vous voulez y participer, c'est-à-dire que je vous interviewe, ça sera avec grand plaisir. Tous les aidants et les proches aidants ont besoin des témoignages de tout le monde. Hein. Donc, Cécile, que je rencontre pour la première fois, Naïs, Véronique et peut-être d'autres que je n'ai pas forcément vues. J'espère que cette conférence vous aura plu. Moi, en tout cas, je suis enthousiaste à l'idée de vous retrouver à la prochaine. Et puis, en tout cas, 1000 merci à tous ceux qui reverront aussi en replay et qui pourront nous faire leurs commentaires à part pour nous dire ce qu'ils en pensent et surtout s'il y a d'autres thématiques que vous souhaitez aborder parce que justement, je commence avec tous les épisodes et toutes les interviews que j'ai faites à connaître de plus en plus de professionnels et ce mélange entre Lise, par exemple, Eric, Laurence qui aborde, elle, très souvent le thème du deuil et de la fin de vie, Cathy, que je connais, qui est psychologue aussi, qui va bientôt intervenir, Audrey, pareil. Voilà, c'est ce mélange-là qui est très important dans la conférence aidante et qui nous apporte, je pense, énormément de bons sentiments et de belles choses pour nous tous, en tout cas. Merci 1000 fois. À très bientôt. J'espère que ça vous a plu et puis passez une belle soirée. Merci. Au revoir à tout le monde. Merci Lise, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.